Bonsoir du coup à toutes et à tous. On est vraiment ravis et très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir pour ce moment famille du Safer Internet Day. Deborah, Marie, pendant que je parle, peut-être éteignez vos micros, puis je ferai de même de mon côté. Voilà, de manière à ce qu'il n'y ait plus que ma voix. Donc voilà, on est particulièrement ravis d'être avec vous ce soir parce qu'on est aussi dans une période où je crois que la question des écrans n'a jamais été autant débattue. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est justement de prendre le temps d'analyser cette question. C'est vrai que prendre le temps, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent de nos jours. Et donc, c'est super d'avoir ce moment qui est dédié à comprendre un peu plus cette question, à décortiquer ensemble cette question du bien-être numérique. Alors, c'est vrai que bien-être et numérique, c'est pas forcément deux mots qui vont spontanément ensemble, surtout voilà, avec aujourd'hui tout le tapage médiatique qu'il y a autour de ce sujet. Mais justement, ce soir, notre enjeu avec Internet sans crainte, ça va être de tenter de réconcilier ces deux mots, bien-être et numérique, et notamment pour nos enfants. Alors moi, rapidement, je suis Amélia Matar, je suis sur les réseaux. Donc voilà, le bien-être numérique de nos enfants, ça passe aussi par nous poser des questions sur nos propres usages. Petit clin d'œil au passage. Je suis la directrice parentalité du programme national Internet sans crainte. J'ai aussi cofondé Coloris, qui sont des ateliers pour les petits déconnectés, sans écran, en maternelle et en primaire. Je suis membre du comité expert jeune public de l'ARCOM et autrice d'un livre qui est sorti récemment en librairie, Les écrans, ça s'apprend. Mais pour débuter cette soirée autour de la question du numérique et des enfants, je vais proposer à Déborah d'introduire le webinaire et de nous expliquer un peu plus qui nous sommes, l'organisation Internet sans crainte et le CFR Internet France. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Pas facile d'être un parent numérique à l'heure des réseaux sociaux et de l'IA. Je suis moi-même parent de 3 enfants de 15 à 23 ans. J'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup changé, j'ai pas mal évolué sur l'accompagnement de mes jeunes en ligne. Et puis, c'est intéressant parce qu'ils parlent eux-mêmes entre eux de plusieurs générations. Pourtant, entre 21 et 23 ans, j'ai l'impression qu'ils font partie de la même génération, mais non, dans leur rapport au numérique, ils considèrent que chaque année ou chaque 2 ans représente une nouvelle génération. Je préside Tralalaire, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui opère Internet sans crainte, le programme national d'éducation au numérique des jeunes. Je coordonne le Safer Internet France. C'est un consortium qui est mené sous l'égide de la Commission européenne, dont l'objectif est de protéger les jeunes dans leurs usages numériques. On va peut-être passer au slide suivant. Il repose sur 3 grandes lignes d'action complémentaires. Une ligne d'appel, le 3018, point de contact pour le signalement de contenu illicite, et notre programme de sensibilisation, Internet sans crainte. Alors, la mission d'Internet sans crainte, c'est d'outiller les éducateurs et les parents pour aider à accompagner concrètement vos enfants et vos adolescents de 3 à 18 ans dans des usages éclairés et responsables du numérique. Pour ça, on propose des formations, des conférences, des interventions dans toute la France, et puis aussi de nombreuses ressources pratiques qui sont mises à disposition gratuitement sur le centre de ressources internetsanscrainte.fr et pour les parents sur Faminum, faminum.com. Amélia vous en parlera tout à l'heure. On sensibilise chaque année plus d'1 million de jeunes, leurs parents, leurs enseignants, leurs éducateurs, et on anime également des événements de sensibilisation tout au long de l'année, et ce webinaire a justement lieu dans le cadre d'un événement, le Safer Internet Day, ou plutôt les Safer Internet Days qu'Internet sans crainte coordonne en France. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une mobilisation internationale qui est célébrée dans plus de 200 pays pour promouvoir de meilleurs usages du numérique auprès des jeunes et de la communauté éducative. Et depuis qu'il a été en France, inscrit à l'agenda scolaire par le ministère de l'Éducation, le Safer Internet Day s'étend sur 2 mois, ce qui nous permet d'avoir une diffusion massive sur tout le territoire national, dans tous les établissements. Chaque année, il y a une thématique. Cette année, la thématique, c'est les écrans et toi, comment ça va? Alors, pourquoi cette question? Eh bien, cette édition, comme l'a dit Amélia tout à l'heure,
questionne l'impact du numérique sur le bien-être des jeunes. Le numérique occupe une place structurante dans leur vie quotidienne, dans la nôtre aussi d'ailleurs. Et la question, ce n'est pas d'opposer écran et santé mentale, mais c'est plutôt de comprendre comment les usages influencent l'attention, le sommeil, l'humeur, les relations sociales. Donc l'enjeu pour nous n'est pas de diaboliser les écrans, ils ne sont ni bons ni mauvais en soi, mais ce sont bien les usages, les contenus, les modèles économiques qui font la différence. Et donc derrière cette question du bien-être numérique, on a 3 grands enjeux qu'on essaye de développer avec les jeunes. D'un côté, comprendre les mécaniques de captation de l'attention. Deuxièmement, mettre des mots sur les ressentis, parce que le numérique amplifie tout, la fatigue, le stress, les comparaisons, mais aussi les relations sociales. Et donc, c'est important pour nous de les aider à formuler et donner aux jeunes le pouvoir d'agir pour qu'ils restent acteurs de leurs usages numériques. Et c'est un petit peu tout ça, notre rôle de parent, mais Marie en parlera mieux que moi tout à l'heure. Alors, dans le cadre des Safer Internet Days, on propose des kits d'ateliers clés en main qui sont disponibles là encore sur le site internet sanscrainte.fr et qui permettent aux éducateurs et aux parents d'aborder la question du bien-être numérique avec les jeunes. Quel est le programme de ce webinaire? On a 1h30 top chrono. On commencera par 1h15, 1h30. On commencera par aborder l'impact des écrans avec Marie Danet. Puis, nous verrons comment agir en essayant d'être concret. Et enfin, on donnera la parole aux jeunes avec à la fin des questions-réponses. Et vous pouvez, comme on l'a dit en introduction en amont, ne pas hésiter à poser vos questions et réponses, enfin vos questions surtout, dans le chat directement au fur et à mesure de l'intervention. On essaiera de les prendre. Je vais laisser la parole à Amélia qui pilote ce webinaire. Merci beaucoup, Deborah, pour cette super introduction. On va donc poursuivre et là, j'aimerais faire appel à vous, les participants du webinaire, pour un peu comprendre, vous, comment ça va autour de cette question du numérique. Donc, je vais lancer un premier sondage auquel vous pouvez participer. Donc, la question qui vous est posée est la suivante. Ce sujet des écrans crée-t-il des tensions dans votre foyer? Donc A, pas du tout, tout roule, les règles sont acceptées et respectées. B, un peu, mais on s'en sort pas mal, même s'il y a quelques conflits, pardon. C, souvent, il arrive fréquemment que ça dérape. D, tout le temps, nous n'arrivons décidément pas à nous mettre d'accord. Hop, je publie le sondage et je vous laisse une petite minute pour pouvoir y répondre de manière à ce qu'on puisse voir un peu en live où est-ce que vous en êtes et on voit les réponses s'afficher directement. Du coup, on a pour la réponse A, pas du tout, tout roule, 9% des réponses. B, on s'en sort pas mal même s'il y a quelques conflits, 51% des répondants, donc une famille sur deux, c'est un peu, donc c'est plutôt pas mal. Souvent, la réponse C, c'est pour 30% des participants et tout le temps, donc il y a 9% des participants au webinaire où véritablement la question des écrans est très génératrice de conflits. Alors, merci beaucoup. Un deuxième petit sondage pour du coup nous situer. Cette fois-ci, la question, c'est d'après vous, comment vont vos enfants derrière les écrans? Est-ce qu'ils vont très mal? Est-ce que vous voyez qu'ils sont hyper connectés, émotions négatives, etc. Est-ce qu'ils vont mal? Les effets négatifs sont effectivement visibles. Ils vont assez bien ou ils sont au top. Voilà, vous avez même le sentiment que l'impact est assez positif et que c'est un outil de divertissement, de connexion qui est plutôt bien maîtrisé. Voilà, alors, ce qui se dessine assez nettement, c'est 60% des répondants disent que leurs enfants ont l'air d'aller assez bien. Ils ont l'air de plutôt maîtriser. 27% estiment qu'ils vont mal et que les effets négatifs sont quand même souvent visibles. 3% vont très mal et 9% au top. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ces deux sondages. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, cette question des écrans, elle est finalement assez hétérogène et qu'elle n'est pas du tout la même selon les contextes, selon le cadre dans lequel peut évoluer l'enfant, selon son propre contexte à lui aussi personnel, selon l'enfant en tant que tel aussi, sa personnalité, sa singularité. Et donc, la question en tant que parent, ça va être effectivement d'avoir les réponses qui sont les plus adaptées à soi et à son enfant. Et c'est ce qu'on espère réussir à vous apporter ce soir.
Voilà, ça c'était les 2 petits sondages. Alors, on va justement déjà commencer par essayer de comprendre véritablement quels sont les impacts qu'on peut observer sur nos enfants de la part des écrans. Et je vais donc inviter Marie à prendre la parole sur le sujet. Et la première question que j'avais envie de poser à Marie, c'est finalement, en quelques mots, alors je sais que c'est un peu difficile de résumer ça en quelques mots uniquement parce que c'est un sujet complexe et très vaste, mais que dit la science de l'impact des écrans sur les enfants? Alors, en faisant un très 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 gros résumé, parce que comme tu l'as bien précisé, c'est en fait une question qui est très très complexe et bien au-delà de parfois ce qu'on peut entendre avec beaucoup d'impacts négatifs qui sont attribués aux écrans. En réalité, ce que dit la science, c'est qu'effectivement, au niveau du sommeil, du langage pour les plus jeunes et de la sédentarité ainsi que la myopie, c'est à peu près les consensus scientifiques qu'on a aujourd'hui. Avec même le bémol que pour le langage, ça dépend aussi beaucoup de l'environnement de l'enfant et de tout ce qu'il va pouvoir vivre par ailleurs. Ce qu'on évoquait un petit peu avant de commencer ce webinaire avec quelques personnes qui étaient déjà connectées. En fait, les effets vont beaucoup dépendre de ce que l'enfant va faire en dehors des temps d'écran et également de la qualité des contenus auxquels il va avoir accès. Donc, pour certains, les écrans peuvent être compliqués pour certains adolescents, notamment le rapport d'ANSES a pointé la vulnérabilité des jeunes filles par rapport à l'image corporelle. Et pour d'autres, comme on l'a vu dans le sondage, finalement, ça se passe plutôt bien. Hop, merci beaucoup Marie. L'objet de ce webinaire, c'est évidemment de vous proposer des outils pratiques et des actions que vous pouvez mettre en place simplement. Mais quand même, j'avais envie de te demander, toi, quelles actions très simples tu conseilles aux parents pour réguler cette question des écrans dans le foyer et sortir parfois du conflit aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, ça peut être de définir un plan familial où, avec l'adolescent, on va se mettre d'accord sur ce qui est acceptable, pas acceptable, de façon à ce que les règles elles soient aussi comprises et acceptées, parce qu'on sait que quand les règles sont acceptées, elles sont davantage respectées. Alors, ça n'empêche pas la transgression parfois, mais c'est quelque chose qui peut être assez efficace. De conseiller aussi à l'adolescent de regarder son temps d'écran sur les applications de suivi, temps d'écran ou bien-être numérique, pour avoir une utilisation consciente, d'enlever les notifications, de peut-être le conseil le plus important, il y en a 2, c'est à téléphone dans la chambre le soir et surtout pas à table. Et ça inclut les parents, parce que quand on parle du téléphone ou des autres écrans chez les enfants, il ne faut pas oublier le temps d'écran des parents, puisque les parents sont les premiers modèles des enfants. Merci beaucoup Marie. Et une question pour les quelques familles qui ont répondu du coup que cette question des écrans était vraiment très conflictuelle et qu'ils observaient aussi des effets très néfastes sur leurs enfants. Quel conseil tu donnerais à ces parents qui se sentent dépassés par cette question, qui ont déjà essayé beaucoup de choses et qui ont le sentiment de ne pas sortir sereinement de cette question? Alors, parfois, ça peut arriver dans certaines familles qu'effectivement, ça amène énormément de conflits. Alors, ça peut être des conflits par enfant, mais ça peut être aussi des conflits dans le couple parental, que les parents vivent ensemble ou pas, parce qu'il peut y avoir des principes éducatifs qui vont varier même du coup pour cette question des écrans. Et parfois, quand il y a des difficultés, ça peut être le révélateur d'autres difficultés, soit au sein de la famille, soit auprès de l'enfant. Alors, je pense par exemple à des adolescents qui peuvent ressentir beaucoup d'anxiété et qui vont combattre cette anxiété en utilisant les outils numériques, mais peut-être de façon trop importante. Et dans ces cas-là, quand on sent qu'on est un peu arrivé dans l'impasse, ça peut être important de faire appel à une personne extérieure, un professionnel, qui va pouvoir aider la famille aussi à prendre du recul, à sortir du conflit. Alors, il peut y avoir bien sûr les psychologues scolaires, il peut y avoir des psychologues en libéraux. Et au niveau national, il y a aussi le fil des pâtes au beurre, qui est un fil, donc une écoute téléphonique gratuite et anonyme,
donc assuré par des psychologues et qui donc peut être, voilà, ça peut être une bonne ressource au moins pendant un temps pour permettre voilà, de prendre un petit peu de recul et de sortir de son sentiment d'urgence. Alors peut-être je peux mettre le numéro dans le chat ou peut-être on pourra le... Bah oui, n'hésite pas, effectivement. Donc, Oui, tu peux le mettre dans le chat si tu souhaites. J'avais quand même une dernière question à te poser si tu as encore quelques minutes à oui, nous bien sûr. accorder. Parce que je vois beaucoup passer la question dans le chat du temps d'écran. Quel temps d'écran peut-on accorder à notre enfant selon l'âge? Et j'ai vu passer 3 fois déjà la question des 30 minutes, voilà, que monsieur Desmurgier, me semble, préconise. Quel est ton avis sur ce sujet? Parce que c'est une question que nous aussi, on voit beaucoup et qu'on entend beaucoup en conférence, le temps. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup parce qu'en fait, cette recommandation ne s'appuie sur absolument rien de scientifique et on a tendance souvent à beaucoup focaliser sur cette question du temps d'écran et finalement, on fait assez peu attention au contenu. Or, finalement, 2 heures de temps d'écran ou 30 minutes ne vont pas être équivalents en fonction de ce qu'on va faire sur les écrans, la façon dont on va discuter aussi de ce qu'on fait au sein de sa famille. Et donc, en fait, le temps d'écran, il est aussi à définir par rapport à chaque enfant. Chaque enfant n'a pas la même appétence ou les mêmes difficultés. Ce temps est aussi à définir par rapport au temps que ça laisse pour faire d'autres activités, à vivre des temps en famille, par exemple. Donc, en réalité, quand on parle de temps d'écran, finalement, on passe à côté de la vraie problématique qui est que font les enfants et les adolescents avec leurs outils numériques. Et ça peut être intéressant de leur poser la question pour sortir des fois de représentations qu'on peut avoir. Et puis aussi, de se dire, est-ce que par ailleurs, mon enfant fait aussi plein de choses? Et ça me paraît vraiment important de s'intéresser au contenu, au contexte et au temps hors écran plus qu'au temps sur les écrans en tant que tel. Super. Eh ben, merci pour cette réponse extrêmement claire. Et voilà, on va le voir aussi. Cette question est effectivement proposée aussi dans les outils d'accompagnement qui vont vous être partagés juste après. Merci infiniment, Marie, pour ton intervention. On peut te retrouver en ligne. On peut aussi se procurer ton livre qui décortique la question de manière très précise. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour reprendre ce que nous a dit Marie de manière un peu synthétique, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a un vrai consensus scientifique autour de l'impact des écrans sur la vue. Donc, c'est quand même un aspect important de la santé globale. Il y a un impact également sur la sédentarité. On sait que les ados et les enfants sont de plus en plus sédentaires avec des conséquences sur leur santé. Et puis, il y a des conséquences également sur le sommeil, avec en 20 ans des ados qui ont perdu 1 heure de sommeil par nuit. Et ça, cette question du sommeil, elle est assez centrale parce qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de conséquences en cascade sur la santé mentale, sur le bien-être, sur la concentration le lendemain, sur la capacité à être bien présent à l'école et bien à l'écoute. Donc, ces 3 aspects sont quand même très importants. Et puis, sur les tout petits, on a plusieurs remontées de cas cliniques d'enfants petits avec une absence ou un retard de langage du fait d'une surexposition aux écrans, parce qu'effectivement, dans ces cas-là précis, l'écran vient à l'encontre de la relation et de l'interaction avec le parent. Or, c'est par cette interaction, par les gestes, par le regard que l'enfant développe son langage. Et donc, un temps passé derrière les écrans excessif peut effectivement entraver le bon développement du petit enfant. Alors, attention toutefois, ce qu'on sait aussi, c'est que la santé mentale des parents, la qualité de l'environnement global de l'enfant et le niveau socio-économique vont être des facteurs encore plus impactants que l'usage de l'écran sur le tout petit bébé. C'est-à-dire que effectivement, bien souvent, les retards de développement sont plurifactoriels. On observe parfois une surexposition aux écrans, mais il y a beaucoup d'autres aspects à considérer,
quand on parle de troubles cognitifs des tout petits. Pour les plus grands, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des risques à être connecté notamment aux réseaux sociaux, parce que quand on parle d'écran et des ados, c'est bien souvent à ça qu'on pense. L'ARCOM a réalisé une étude très récente, en septembre 2025. Elle a mis en exergue 6 risques majeurs. Alors d'abord, il y a le risque d'hyperconnexion, et ça, c'est des risques que les ados ont eux-mêmes repérés et auxquels ils estiment être eux-mêmes exposés. Alors sur l'hyperconnexion, oui, clairement, dès 2 ans, les enfants passent en moyenne en France 1 heure par jour devant un écran. Entre 7 et 12 ans, on est à 2 heures par jour. Et puis voilà, ça monte progressivement jusqu'à 4 à 5 heures par jour chez les 16-19 ans. Donc oui, on est aujourd'hui dans une forme d'hyperconnexion qui peut avoir des conséquences assez délétères. Deuxième risque majeur que les jeunes expriment et auxquels ils disent être eux-mêmes exposés, c'est les contenus choquants. Et là-dessus, pareil, effectivement, on sait que 7 jeunes sur 10 a déjà été exposé à des contenus choquants, 26% à des scènes de guerre ou de torture, donc c'est vraiment effroyable, 36% à de la pornographie, donc en ligne, effectivement, circule un certain nombre de contenus absolument pas adaptés à nos enfants. En troisième, et on y pense assez rarement, il y a la question des défis dangereux. Donc 56% des jeunes disent avoir été exposés à des défis dangereux. Donc ce sont ces jeux durant lesquels les jeunes vont se filmer, par exemple, en train de se priver d'air, parfois jusqu'à l'évanouissement, parfois jusqu'à pire. Et donc voilà, c'est des jeux qui peuvent véritablement les mettre en danger et qui sont visiblement très populaires en ligne. Et ils sont populaires parce qu'effectivement, ces contenus prennent de la viralité, portés par des algorithmes qui récompensent avant tout le spectaculaire, l'émotionnel, et donc vont favoriser la diffusion de ce type de contenu. Vient ensuite vite derrière le cyberharcèlement pour 35% de nos jeunes, avec des dégâts dont on entend de plus en plus parler. Effectivement, l'isolement, l'anxiété, la phobie scolaire, voire hélas pire. Excusez-moi, j'ai perdu mes slides. Voilà. Ce qu'il faut quand même dire sur le cyberharcèlement, qui est vraiment très important en tant que parent d'avoir à l'esprit, c'est que souvent, c'est la continuité d'une situation de harcèlement qui est vécue dans la vie bien réelle en classe. Sauf que c'est vrai qu'avant, on pouvait rentrer chez soi et être enfin tranquille. Aujourd'hui, le harcèlement va se poursuivre sous forme de cyberharcèlement sur le téléphone de l'enfant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les enfants connaissent en fait leurs cyberharceleurs, qui sont des camarades d'école. Juste derrière le cyberharcèlement comme risque pour nos ados, on a les adultes mal intentionnés. Et là, pareil, c'est très saisissant. La pédocriminalité, elle a explosé en ligne. Le 3018, donc, qui est le numéro vraiment dédié aux violences subies en ligne, a reçu l'année dernière plus de 12 000 appels liés à des sextorsions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme de sextorsion, ça fait référence à une forme de chantage dans laquelle l'auteur va menacer la victime de publier des photos ou des vidéos qui la montrent nue ou en train d'accomplir des actes sexuels, parfois générés avec de l'IA, de plus en plus. Et donc, évidemment, c'est extrêmement dégradant et traumatisant et met l'enfant dans une situation très, très délicate. Et c'est un phénomène qui, hélas, prend de l'ampleur et auquel les services de police ont de plus en plus de mal à faire face tant le volume est important. Et puis, dernier risque dont parlent les ados eux-mêmes, c'est les questions des arnaques qui peuvent les mettre effectivement en très grande difficulté aussi. Donc voilà, on voit qu'effectivement, les ados en ligne font face à des risques manifestes, avec des conséquences évidemment sur leur santé mentale, parce qu'on voit bien qu'on est face à des choses effroyables et avec un impact vraiment majeur. Les réseaux sociaux peuvent être un facteur de risque de troubles anxio-dépressifs chez les adolescents, mais là encore, une nuance, ils n'en sont pas la cause unique. On a aussi beaucoup des phénomènes d'ados qui sont déjà mal en fait et qui vont aller se réfugier dans les réseaux sociaux, et donc ces usages excessifs vont être la manifestation d'un mal-être plus global. Ça va être un peu l'arbre qui cache la forêt.
Mais c'est vrai qu'au lieu d'améliorer l'état, l'usage va participer à le dégrader. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces algorithmes de recommandation, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux, peuvent enfermer ces jeunes qui sont déjà mal dans des contenus extrêmement anxiogènes, en les amenant à visionner toujours plus de vidéos absolument voilà, atroces, de mutilation, d'incitation à l'anorexie, voire à pire. Et donc, effectivement, si déjà on va pas bien et qu'en plus on est enfermé dans des bulles algorithmiques qui nous resservent sans arrêt ce type de contenu, on risque pas d'aller mieux. Et le dernier rapport de l'ANSES publié récemment a aussi souligné, même si on les connaissait déjà, mais les effets délétères des contenus qui sont centrés sur l'apparence, beaucoup sur les réseaux sociaux, et qui vont valoriser des corps voilà, extrêmement maigres, ou alors qui vont exacerber voilà, des beautés parfaites via les filtres, et qui donc du coup vont participer à développer des troubles alimentaires, et notamment chez les filles. Donc voilà, des conséquences sur la santé mentale qui sont effectivement à prendre en compte de manière évidente et sur lesquelles il faut agir avec force. Ceci dit, pourquoi nos enfants y vont malgré tout? Parce que, bon, même si la loi passe sur l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, et pour les enfants qui ont plus de 15 ans, parce qu'à 15 ans, on reste un enfant malgré tout, même si on est un adolescent, on sait, nos adolescents y vont beaucoup. Pourquoi? Parce que ils estiment que ce sont aussi des espaces de socialisation et d'appartenance. Ils vont y construire des relations, ils vont y construire un sentiment d'être dans le groupe, d'être voilà, de faire partie du groupe d'amis. Et puis, pour les adolescents qui peuvent parfois être dans des situations assez délicates, de questionnement sur leur identité, ils vont aussi y trouver des espaces de communauté, de repères, de partage, et donc de soutien par rapport à leur situation. C'est aussi des espaces où voilà, la prise de parole peut faire du bien sur des sujets comme la santé mentale, les discriminations, le corps. Alors, on vient juste de dire qu'il y a aussi ce côté voilà, promotion de la maigreur, mais il y a aussi des comptes qui vont justement promouvoir une relation au corps beaucoup plus apaisée, ou une sexualité beaucoup plus saine. Voilà, les réseaux sociaux, c'est aussi la voix d'influenceurs, de chercheurs, de philosophes, de journalistes qui vont pouvoir raconter, témoigner, visibiliser aussi des informations intéressantes pour nos enfants, très clairement. Et puis, ce que nous disent aussi nos adolescents, c'est que c'est des lieux d'information où ils vont effectivement s'informer sur les sujets qui les intéressent, sur l'actualité, etc. C'est aussi des lieux où ils vont s'informer sur l'école, sur les matières, avec des influenceurs qui sont vraiment spécialisés sur les questions scolaires, comme Mathilde Fouquet, qui va donner des méthodologies pour mieux réviser, qui va aider les enfants à structurer leurs devoirs, ou le docteur Nozman qui s'est spécialisé, lui, dans toutes les matières scientifiques, où là encore, il va produire et créer des contenus qui vont être intéressants, qui vont être bien faits autour de ces questions. Donc, oui, clairement, il y a un vrai sujet autour des réseaux sociaux, et les parents ont tout à fait raison d'être inquiets parce que aujourd'hui, c'est quand même très documenté, les conséquences sont bien là, mais ils apportent aussi des aspects positifs qu'on ne peut pas nier, parce que voilà, autrement, on coupe le dialogue avec son adolescent, et si on nie ces aspects-là, on risque de ne pas réussir à réguler les pratiques. Parce que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le problème des réseaux sociaux, c'est pas les réseaux sociaux en tant que tels. Le problème, c'est vraiment la manière dont ils vont capter l'attention de nos enfants, capter le temps, et parfois voilà, se frayer dans la vulnérabilité et la fragilité des jeunes. Et ce problème, il vient de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est véritablement le modèle économique qu'il y a derrière ces plateformes, qui crée tous les effets néfastes dont on vient de parler. Parce que ce dont il faut avoir conscience en tant que parent, c'est que effectivement, les réseaux sociaux, ce sont vraiment des géants économiques dont la richesse, qui est colossale, repose sur le temps
que nos ados et nous-mêmes passons dessus. Donc, des petits chiffres qui, je trouve, interpellent énormément. Google, par exemple, c'est 257 milliards de revenus. Amazon, c'est 514 milliards. Et Meta, donc Meta, c'est Instagram, Facebook et WhatsApp, c'est 135 milliards. Donc, voilà, on voit bien que véritablement, il y a un marché énorme qui repose sur un principe assez simple, hein. Plus on passe de temps connecté sur ces plateformes, plus elles peuvent nous diffuser de la publicité très ciblée. Donc, elles vont prendre non seulement les données personnelles qu'on va y laisser, parce que c'est grâce à ces données personnelles qu'elles vont pouvoir effectivement proposer à nos jeunes et à nous-mêmes des publicités extrêmement ciblées, mais elles vont aussi mettre en place des stratégies très sophistiquées pour qu'on y passe le plus de temps possible et valoriser les contenus qui nous font rester le plus. Et ces contenus, ce sont bien souvent des contenus avec une charge émotionnelle très forte, donc des contenus violents, des contenus très tristes et des contenus qui, in fine, ont des conséquences néfastes sur la santé mentale de nos jeunes et de nous-mêmes parfois aussi. Alors, des techniques mises en place par ces plateformes à connaître et de manière à pouvoir les identifier, à pouvoir se dire là on essaye de capter mon attention, donc je vais peut-être essayer de faire différemment. Il y a d'abord tout le système de récompense. Donc les récompenses, ça va être les likes, les commentaires, les notifications, les flammes sur Snapchat. Ça, véritablement, on le sait, le cerveau en est friand, et d'autant plus quand ces récompenses sont aléatoires, c'est-à-dire que quand on ouvre ces plateformes, on ne sait pas si on va avoir un like, si on va avoir un commentaire, quelle va être la notification qui va nous être servie. Et c'est ce caractère vraiment aléatoire de la récompense qui fait qu'on va y revenir sans arrêt. Ensuite, autre technique qui est utilisée par toutes les plateformes, c'est le scroll infini, qui est probablement une des inventions les plus rentables du XXIe siècle. Hein. C'est le fait de faire défiler le contenu sans fin. Le cerveau n'a jamais l'occasion de se dire c'est bon, c'est terminé. Donc le scroll infini a été inventé en 2006 par un ingénieur qui s'appelle Asa Raskin. Et lui-même, aujourd'hui, milite contre cette fonctionnalité qu'il trouve très nocive pour l'humanité. Donc, c'est quand même intéressant de voir que lui-même considère le scroll infini comme un vol massif d'attention humaine. Je reprends ces termes quand je parle de ça. Autre technique utilisée par ces plateformes, c'est la surstimulation sensorielle. Quand vous êtes sur TikTok, quand vous regardez des reels, des shorts, etc., on est sur des vidéos ultra courtes, ultra rythmées, avec beaucoup de sons, beaucoup de contrastes, beaucoup de transitions très rapides. C'est véritablement un capteur de notre attention très puissant. Et puis enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a ces algorithmes de recommandation, donc qui n'ont aucun effet quand on est sur Netflix et qu'on va nous proposer la série d'après qui ressemble peu ou prou à la série d'avant, mais qui vont avoir un effet très important et très dommageable quand ils vont enfermer nos jeunes dans des contenus qui sont véritablement violents, qui les incitent à l'anorexie, qui les incitent à pire parfois, et qui vont dégrader grandement leur santé mentale. Donc la question qu'on se pose tous ce soir, et je crois que c'est pour ça que vous êtes connectés aussi, c'est concrètement, que fait-on face à tout ça ? Alors je crois déjà ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que on peut mettre en place tous les contrôles parentaux, et je voyais tout à l'heure passer dans les commentaires quels sont les meilleurs contrôles parentaux. On peut être hyper strict, on peut avoir les meilleures règles au monde. Si on n'a pas une relation de confiance avec son ado, avec son enfant, hélas, ces règles risquent d'être contournées et ça risque d'être encore plus dommageable pour notre enfant parce que il va prendre des risques sous notre radar. On ne va pas avoir conscience qu'il prend des risques, ou alors il va peut-être se retrouver dans des situations problématiques et il ne va pas oser venir nous en parler parce qu'il aura peur qu'on lui retire son téléphone, parce qu'il aura peur d'être jugé, parce qu'il aura honte. Donc, la question des écrans, elle nous permet en tant que parents de vraiment faire un pas de côté sur la question de la parentalité, qui est une question très épineuse. Je suis moi-même maman de 2 enfants et je sais à quel point c'est difficile d'être parent. Hein, vraiment, je ne jette la pierre à personne parce que j'éprouve au quotidien ô combien c'est challenging. Mais malgré tout, on le sait, et pour le coup, il y a même des études scientifiques là-dessus. Hein,
dans les cadres de relations de confiance que finalement les enfants sont les mieux protégés, vont être en capacité de faire appel aux parents quand ils se trouvent en danger, qui vont le plus respecter les règles parce qu'elles auront été mises en place de manière commune. Donc voilà, la première chose à avoir à l'esprit, c'est que la meilleure protection, eh bien, c'est la relation qu'on a avec notre enfant. Ensuite, bon, je rentre là dans des considérations beaucoup plus chiffrées et froides, mais malgré tout, je sais que c'est une vraie demande parentale. On a besoin de repères, on s'y perd, on entend tout et son contraire, et c'est vraiment très confus, cette question des écrans pour nous autres parents. Alors, le président Emmanuel Macron a réuni l'année dernière une commission d'experts qui a été chargée d'explorer cette question vraiment en détail et de mettre en place des recommandations. Et donc, c'est un rapport de 200 pages. Donc, voilà, je ne vais pas vous en faire la synthèse ce soir parce que ce serait tout à fait indigeste. Mais de ce rapport est ressorti un certain nombre de recommandations par âge qui sont quand même intéressantes à avoir à l'esprit en tant que parent. Donc, de 0 à 3 ans, éviter les écrans. Alors, on sait que ce n'est pas toujours facile, mais on sait que c'est un âge qui est particulièrement vulnérable. Voilà, on a besoin d'avoir l'attention de sa figure d'attachement, de son parent pour bien grandir. Donc, voilà, éviter les écrans le plus possible. Entre 3 et 6 ans, limiter. Et l'utilisation doit rester occasionnelle avec des contenus choisis par le parent de qualité et idéalement accompagnés par un adulte. Entre 6 et 12 ans, avec mesure. Entre 11 et 13 ans, la commission recommande pas d'Internet seul. Entre 13 et 15 ans, limiter les réseaux. Alors là, on est sur une loi qui les interdit carrément avant 15 ans. Hein. Et puis, à partir de 15 ans, s'autonomiser. Et ce que pointe aussi la commission, c'est cette question de la technoférence. Donc, je ne sais pas si ce mot vous parle de technoférence. La technoférence, c'est quand la technologie interfère dans les relations entre les êtres humains. Donc, ça peut être dans les relations de couple. Hein, vous êtes avec votre mari ou avec votre femme et elle vous dédaigne au profit de son téléphone. Mais ça peut être aussi dans les relations parents-enfants. Et il y a beaucoup de témoignages d'enfants qui disent peiner à entrer en relation avec leurs parents parce que les parents sont eux-mêmes hyper connectés. Et donc, voilà, la technologie va venir interférer dans ces relations qui sont essentielles pour le développement de l'enfant et notamment du bébé. Hein. Le bébé se développe véritablement dans la relation à son parent, les regards, les gestes, les paroles. Il a besoin qu'on lui parle. Voilà, pour le coup, les études scientifiques sont très claires. Plus les bébés sont plongés dans un bain langagier riche et varié, mieux ils se développent. Et donc, quand la technologie vient entraver ça, eh bien, ça entrave directement leur développement. Et ce que dit aussi la commission qu'on a mis en rouge en dessous, c'est la question de l'éducation. Aujourd'hui, le numérique, c'est pas un outil, c'est un environnement dans lequel on est tous et toutes baignés au quotidien. Et donc, on s'éduque toutes et tous à des sujets divers et variés parce que c'est évident qu'il faille s'éduquer, je sais pas moi, à l'alimentation, on passe notre permis de conduire, voilà, on a un certain nombre de règles et d'informations qu'on acquiert au fur et à mesure que l'on grandit et que dans notre citoyenneté. Aujourd'hui, on a besoin aussi de s'éduquer toutes et tous, enfants, parents, professionnels, sur ces questions de numérique pour que les pratiques restent régulées et saines pour tout le monde. Alors, des outils un peu plus pratiques maintenant, développés par le programme Internet sans crainte. Donc, il y a un nouvel outil qui est présenté à l'occasion de ce CFR Internet Day qui s'appelle la boussole des écrans et qui s'inscrit dans un cadre plus large qui est un outil qui s'appelle Faminum. Donc, Faminum, c'est, je vais y arriver, un outil qui va vous permettre de dialoguer en famille autour des règles et des bonnes pratiques numériques. Donc, vous allez pouvoir aller sur l'outil, c'est complètement gratuit. Et identifier toutes les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place autour de ces questions des écrans, sur les réseaux sociaux, sur le temps d'écran, sur les données personnelles, sur les jeux vidéo. Et puis, vous allez choisir les pratiques qui vous paraissent les plus appropriées à votre famille, vous attribuer à certains enfants et puis demander à vos enfants de les signer, sachant que c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser dans une forme de dialogue avec ses enfants où on se met autour de la table et on va discuter ensemble des bonnes pratiques qui sont adaptées aux uns et aux autres
on sait encore une fois que c'est le dialogue, la condition sine qua non de l'adoption de ces pratiques et voilà, du fait qu'elles ne seront pas contournées. Autre outil donc directement associé à Faminume, c'est la boussole des écrans, qui est un outil qui va permettre d'analyser les situations d'usage du numérique de vos enfants. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de remontées de parents qui n'arrivent pas à y voir clair. Et on comprend bien pourquoi, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'informations qui abondent, parfois contradictoires. Et donc, on a créé cet outil. Alors, c'est un outil qui n'a pas de vocation scientifique, c'est-à-dire que ça ne délivre pas d'informations voilà, scientifiques. C'est vraiment un outil plutôt de discussion. Ce n'est pas un outil pour vous juger. Vous allez voir qu'il y a un système de couleurs du rouge jusqu'au vert. L'idée, c'est pas de vous culpabiliser. Et évidemment, ce n'est pas une solution miracle. Voilà, c'est un outil qui participe à mieux comprendre cette question des écrans, mais qui ne va pas résoudre évidemment tous les problèmes en un coup de baguette magique. Alors, ce que c'est en revanche, et voilà, je l'ai dit, c'est un outil de discussion, en particulier avec les enfants à partir de 6 ans. Ils peuvent totalement prendre part à cette discussion et avec les adolescents. C'est un support, on l'espère, de mise à distance pour sortir des débats et des éventuels rapports de force. Et voilà, et c'est un point de départ, c'est pas forcément un point final. Alors, la boussole, concrètement, c'est cette grille qui va vous permettre de juger d'une situation d'usage du numérique par votre enfant et de sortir de cette question du temps d'écran, parce qu'on l'a dit, le temps, c'est un paramètre à prendre en considération parmi beaucoup d'autres. Et on a voulu voilà, permettre aux parents d'aller dans cette finesse de compréhension des usages numériques des enfants. Donc d'abord, il faut regarder l'âge. Est-ce que l'usage qu'on a proposé à notre enfant ou que notre enfant a est adapté à son âge? Ensuite, il faut regarder le contenu. Est-ce que c'est un contenu de qualité qui a été choisi? Est-ce qu'il y a de la publicité? Est-ce que c'est éducatif, culturel, etc. Le contexte. Et dans le contexte, il faut regarder où a lieu cet usage. Est-ce que c'est tout seul dans sa chambre? Est-ce que c'est dans le salon? Et ça ne va pas avoir le même impact. Avec qui? Est-ce que c'est avec les copains? Est-ce que c'est avec le parent? Et le contexte, c'est aussi à quel moment de la journée. On l'a vu, les écrans ont un impact direct sur la qualité du sommeil. Et donc, par exemple, en fin de journée, c'est déconseillé. Ensuite, il y a la durée, mais on voit que la durée, c'est vraiment un paramètre parmi beaucoup d'autres. Il y a la question de la fréquence et du cumul. Est-ce que cet usage du numérique, il vient effectivement se cumuler avec d'autres usages? Il y a la question du ressenti après les usages. Et là, ça va vraiment dépendre de chaque enfant. Il y a des enfants qui vont sortir d'une heure de Roblox ou voilà, tout à fait serein et pouvoir passer à autre chose. D'autres qui vont sortir de certains usages numériques avec des émotions beaucoup plus négatives. Donc ça va être important en tant que parent d'observer ça. Et puis, autre question vraiment importante, la diversité globale des activités. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui occupent l'enfant dans la journée, dont l'ennui. Hein. L'ennui, on le sait, est aussi très bon pour nos enfants. Et à partir de tous ces critères, là, on va pouvoir, en tant que parent, poser une évaluation globale qui nous sera propre et voilà, nous permettre de dialoguer beaucoup plus sereinement avec son enfant. Donc, on a mis quelques exemples de boussoles remplies pour vous voilà, montrer à quoi ça peut ressembler. Cette boussole, elle va être, elle est d'ores et déjà disponible sur le site Internet sans crainte totalement gratuitement. Vous pouvez la télécharger, l'imprimer et la remplir. Et il y a ces exemples qui sont aussi mis à disposition sur le site. Donc voilà, pour vous montrer que effectivement, typiquement, là, on a un jeune garçon de 11 ans qui joue tous les jours à Brawl Stars. On voit que globalement, ça va parce que l'âge, c'est OK. Le contenu, c'est un contenu qui n'est pas forcément très de qualité parce que voilà, on sait que c'est un contenu de l'économie de l'attention avec tous ces mécanismes de captation de l'attention dont on a parlé tout à l'heure. Mais il l'utilise avec ses copains sur une durée limitée. C'est quand même une fréquence de tous les jours, mais bon, voilà, c'est tout de même à surveiller. Les ressentis après usage sont très bien et par ailleurs, l'enfant fait plein d'autres choses. Donc, en tant que parent, on peut se dire, bon, OK, ça va. Effectivement, c'est peut-être pas Brawl Stars que j'aurais choisi en premier, mais à y regarder les autres critères, on s'en sort pas mal. Et puis voilà, on a mis plein d'autres situations qui permettent effectivement aux parents de voir à quel moment on est dans des situations vraiment problématiques et à quel moment, au contraire, on est sur du ponctuel et sur des usages qui n'ont a priori pas de grands impacts sur l'enfant. Donc, on vous laisse
vous approprier cette boussole qui est encore une fois disponible en ligne et faire votre propre évaluation. Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois de pouvoir la remplir avec son enfant et puis de pouvoir aussi ensuite mettre en place des règles avec Faminum, toujours avec son enfant. Autre outil mis à disposition dans le cadre du CCFR Internet Day pour les familles, un dessin animé pour les plus petits. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de Vincelou, mais Vincelou, c'est des dessins animés très courts sur des thématiques qui vont parler aux enfants autour du numérique et qui vont venir les interroger sur la place du numérique dans leur quotidien. Et là, cet épisode va particulièrement interroger la place du numérique dans la gestion de leurs émotions. Et l'idée, c'est vraiment de les inviter à réfléchir dans quelle mesure le numérique peut effectivement contribuer à leur bien-être ou au contraire être parfois source de mal-être. C'est un dessin animé qui est aussi utilisé beaucoup dans les classes par les professionnels de l'éducation et voilà, qui est associé à une fiche pédagogique pour les enseignants ou les animateurs et une fiche famille pour vous, famille, voilà, de manière à pouvoir discuter en famille de tout ça. Et encore une fois, c'est très court, c'est très joyeux, très facile d'accès. Et on espère que ça va pouvoir du coup ouvrir les discussions facilement en famille. Un autre outil, cette fois-ci, qui a été conçu par des adolescents. Donc, il y a eu une classe du lycée Lucie Aubrac de Courbevoie et un groupe de scouts, Scouts et Guides de France. Donc, ils étaient une trentaine d'adolescents à travailler ensemble pendant plusieurs semaines autour de ce CFR Internet Day. Et on leur a demandé quels outils leur seraient vraiment utiles pour mieux réguler leur pratique numérique. Donc, voilà, c'est 30 adolescents de 14 à 17 ans. Et ils ont eu eux-mêmes l'idée de cet acromètre. Donc, c'est eux qui ont rédigé les contenus, c'est eux qui ont imaginé le design. Et donc, cet acromètre a vraiment pour objectif de pouvoir se situer en tant qu'adolescent sur ces usages du numérique entre le bleu en haut, voilà, tout va bien, et le rouge en bas, il y a un souci, il faut que je reprenne le contrôle de mes écrans. Pareil, un outil à télécharger sur le site Internet sans crainte, complètement gratuit, mais à disposition de tous. Un dernier outil qu'on a développé dans le cadre de ce CFR Internet Day, on a été vraiment très productif parce que cette question du bien-être de nos enfants nous a beaucoup mobilisés et on a senti qu'il y avait un énorme besoin de la part des professionnels de l'éducation et des familles. Là, c'est un outil qui est plus destiné aux enseignants, mais on peut tout à fait le faire aussi en famille. C'est un parcours d'auto-formation qui va permettre d'aller beaucoup plus loin sur ces questions d'économie de l'attention. Et nous, on a la conviction que le savoir, c'est le pouvoir. Et quand on comprend les enjeux, et notamment les enjeux économiques qu'il y a derrière ces plateformes, eh bien, on reprend aussi une forme de pouvoir sur nos propres pratiques. Donc, ça va permettre aux adolescents de comprendre les logiques de fonctionnement des réseaux sociaux, mais aussi d'analyser les effets sur leur bien-être et puis de porter un regard critique sur tout ça. Et on espère, in fine, de développer leur capacité d'autorégulation. Le CFR Internet Day, on l'a dit, en fait, c'est les CFR Internet Days. Là, on est aujourd'hui sur une journée de lancement, mais les événements vont avoir lieu durant 2 mois. Donc, pendant du 10 au 31 mars, des séances vont être animées dans les établissements partout en France. Donc, n'hésitez pas à vous saisir des ressources et à en parler aux établissements de vos enfants. Le 11 février à 18h30, c'est maintenant le webinaire famille et jusqu'au 31 mars, donc vont avoir lieu différents événements un peu partout en France. Si vous avez envie d'aller plus loin et vous avez envie justement de donner une caisse de résonance au CFR Internet Days, n'hésitez pas encore une fois à vous saisir de toutes les ressources. Là, je vous en ai présenté quelques-unes qui ont été conçues spécialement pour ce CFR Internet Day, mais il y a plus de 200 ressources en ligne gratuites qui sont mises à disposition des familles, des kits, des affiches, des guides, des jeux. Pour les tout petits, il y a aussi des activités coloris qui sont téléchargeables totalement gratuitement et qui permettent de rentrer dans ces sujets dès 3 ans avec cette idée de sensibilisation précoce pour très tôt prendre aussi les bons réflexes.
Et ensuite, nous, on est aussi une organisation qui intervenons nous-mêmes directement auprès des établissements, sur des ateliers sans écran pour les tout-petits, sur des fresques des écrans une fresque qui a été conçue avec Marie Danet, que vous avez vu tout à l'heure, et qui permet d'ouvrir le dialogue sur ces sujets à partir de 11 ans. Et puis, on forme régulièrement les intervenants du périscolaire et la communauté éducative. Donc voilà, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à écrire à Guylaine, dont nous avons mis les coordonnées juste ici. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai moi-même publié un livre sur le sujet très récemment où voilà, j'ai essayé de faire le tour de cette question très épineuse des écrans avec une première partie pour comprendre, une deuxième partie pour agir, où vous allez retrouver un certain nombre des outils que je vous ai présentés ce soir, et puis une troisième partie qui essaye d'ouvrir aussi sur les questions de société, parce que finalement, les écrans viennent aussi percuter très fort notre démocratie et posent des questions écologiques et d'égalité femmes-hommes très fortes. Donc voilà, un livre qui, j'espère, permet d'y voir un peu plus clair. On avait envie de terminer cette séquence par, je ne sais pas si, oui, c'est bon, pardon, excusez-moi, par un moment d'échange avec les jeunes eux-mêmes, parce qu'on s'est dit que finalement, c'était les premiers concernés et que ça valait le coup, effectivement, de les inclure dans ces sujets et dans les discussions, de manière à prendre en considération leur voix et leur vision. Alors d'abord, il y a un concours d'affiches qui est en cours, qui est ouvert à toutes et tous. L'année dernière, on l'a fait sur la thématique de l'IA, et donc voilà, je vous présente ici les affiches finalistes de l'année dernière. Ça permet aux enfants et aux adolescents de se saisir de ces questions de manière très créative, et voilà, ça a créé un vrai engouement. On a reçu plusieurs centaines d'affiches l'année dernière. Voilà, ça a été un vrai travail laborieux pour déterminer les gagnants, mais n'hésitez pas à vous en saisir. Et puis, pour finir, donc je vais inviter Sana et Soren à venir discuter avec nous de cette question du numérique. Alors, nous avons Sana qui est ici et il faut que j'invite Soren. Hop, super. Parfait. C'est bon, on est au Eh complet, bien, alors. bonsoir à tous. Bonsoir Johanna, bonsoir Sana, bonsoir Soren. Je laisse Johanna présenter l'association Genco, puis ensuite on va pouvoir engager les échanges avec Sana et Soren. Oui, bon, je fais rapidement, le but c'est de leur laisser la parole. Donc, je m'appelle Johanna McCarthy, j'ai fondé une asso qui s'appelle Génération Connectée. Globalement, ce que je fais, c'est que j'organise des événements où les adolescents forment les adultes de leur entourage sur leur réalité en ligne, sur leurs pratiques, leur culture numérique. Mon principe de base, c'est que pour protéger les enfants et les ados des risques des écrans, on a besoin d'être vraiment ancré dans leur réalité pour être le plus juste possible dans ce qu'on leur propose comme accompagnement. Et ceux qui sont le plus au courant et les plus experts de ce qui se passe au quotidien, tous les jours, ce sont eux les premiers concernés. Et c'est pour ça que je leur donne un maximum la parole sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je suis trop contente que vous nous ayez invités de la thématique de cette édition d'ailleurs des Safer Days qui montre une vraie volonté d'écouter ce que les jeunes ont à apporter sur ce sujet. Et voilà. Donc moi je m'arrête là. Donc je suis avec Sana et Soren, qui sont deux jeunes que je connais depuis plusieurs années, qui ont suivi le lancement de mon asso, qui m'ont beaucoup conseillé et aidé dessus. Donc franchement, des vrais ambassadeurs et qui ont toujours plein de choses intéressantes à raconter sur leurs propres expériences et qui, j'espère, peuvent vous inspirer pour avoir le point de vue des jeunes. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Peut-être je vous laisse vous présenter, Sana et Soren, dans un premier temps, et ensuite on avancera. Soren, vas-y, si tu veux. Ok. Alors moi, je suis Soren Cognac, je suis étudiant dans le Béarn en lycée. Et du coup, oui, j'ai participé à plusieurs ateliers avec Johanna. On a écrit des articles ensemble, on a fait des meetings, c'était intéressant, la co-construction. Et pour ma part, donc pour ce qui est des principaux usages, parce qu'on nous a posé quelques questions avant de venir, comme ça on est préparé. Moi, je suis sur YouTube, donc du format vraiment plutôt long, donc pas du format court, vraiment on est sur des dizaines de minutes de vidéos, voire une heure entière. Donc ça, c'est plutôt pour le divertissement et la partie éducation, puisque j'aime bien aussi juste apprendre avec YouTube, c'est hyper intéressant. Et ensuite, pour ce qui est plus du lien social et de juste développer et discuter avec des gens que je connais, c'est plus sur Instagram et Snapchat. Voilà. Et toi, Sana? Je te prends vers toi. Tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Sana, j'ai 16 ans et je suis en première Agora.
Et peut-être nous dire tes principaux usages, toi, ton temps d'écran, tout ça. Mes principaux usages sont Snapchat, TikTok, et j'y passe par semaine 4 heures environ par jour. Et dans le week-end, j'y passe à peu près 8 heures. Elle était elle-même d'ailleurs choquée en regardant les temps d'écran là en préparant. Et c'est un peu ce que vous avez dit tout au long de la conférence, c'est que parfois on ne se rend pas compte des temps qu'on atteint. C'est vrai, ça m'a choquée. Voilà. Ensuite, peut-être, je sais pas, Amélia, du coup, si tu veux leur poser les questions, on les a un petit peu, on les avait lues en avance, mais. Vas-y, Johanna, je t'en prie. La prochaine question là, qu'on voulait vous poser, c'était du coup le thème des Cypher Days qui sont « Et vous, comment ça va les écrans ?» Ouais, tu peux y aller. Alors, pour moi, ça va bien et mal. Dans le positif, ça nous permet de s'échapper un peu de la réalité, passer du temps, s'informer. Il y a aussi du culturel dessus, on apprend plein de choses. Et dans le mal, il y a... Tu parlais des contenus choquants. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de contenus choquants qui ne sont pas filtrés sur TikTok. Ça veut dire de là, on y est exposé tout le temps et on ne peut rien y faire. C'est ça le problème. Ouais, beaucoup un sentiment d'impuissance qui ressortait de ne pas pouvoir faire grand-chose face au contenu auquel vous êtes confrontés. Pour ma part, ça va. Enfin, honnêtement, je pense que ça va. Après plusieurs années, je pense que j'ai mon premier téléphone en 5e, donc je pense que ça va. J'ai pas été trop exposé à des contenus choquants. C'est plus les gens autour qui m'en montraient. Je pense avoir une bonne relation avec les écrans. Je ne me sens pas addict. Par contre, en termes social, il y a une addiction sociale qui est liée aux écrans. Je sais que pendant le Covid, parce qu'on est un peu la génération Covid, j'ai connu ça, c'est-à-dire qu'à travers les jeux vidéo, on peut facilement être addict à un lien social que tu crées avec tes amis à distance et qui peut disparaître du jour au lendemain. Et oui, donc là, ça peut devenir, sans en parler à Amélia, mais ça peut devenir très très néfaste de se sentir séparé d'un groupe d'individus. Donc en ce moment, en tout cas, je pense que je suis OK, quoi. Ça, c'est vrai. On est OK. Du coup, la prochaine question qu'on voulait vous poser, c'était qu'est-ce que ça vous apporte de positif les usages des écrans au sens très large, que ce soit les réseaux, les jeux vidéo. Tu veux dire ? Ouais. Comme je l'avais dit, ça nous permet de s'évader. Moi, le soir, personnellement, je lis des livres sur Wattpad. C'est une application. Oui, c'est une application pour lire des livres numériques. Et franchement, moi, ça m'aide à oublier qu'il y a des problèmes de partout. Très bien. Sorel ? J'ai eu une question qui parlait du fait que si on pouvait se passer des écrans pendant 4 heures, c'est intéressant. Oui. Je sais juste que, bref, donc ça va avec ça, de dire ce qu'il peut apporter. Donc moi, j'avais dit c'était le lien social et le divertissement, ça permet un peu d'échapper et juste de me vider la tête tout en des fois en apprenant des trucs. Mais c'était intéressant justement parce que le fait de ne pas avoir l'écran, ça permet pas de se vider la tête et du coup, ça prend la tête justement. C'est-à-dire qu'on est vite en manque. Je sais que je l'avais déjà oublié à l'internat. Et j'étais un peu en manque, quoi. Donc, non, c'était intéressant comme question. Donc, voilà. Donc, je pense, juste pour moi, en tout cas, les écrans, c'est lien social et divertissement. Vraiment, ça s'arrête à ça. Ok. Et qu'est-ce qui peut vous mettre en difficulté ? Peut-être, Soren, du coup, là, tu as donné un exemple de ce qui peut te mettre en difficulté. C'est le côté où ça peut créer du manque quand tu l'as pas. Est-ce que tu as pensé à d'autres difficultés que ça peut te... Ouais. Moi, c'est des exemples vraiment précis, mais c'est le manque de pluralité et de à quoi tu peux être, on parlait des algorithmes, ce à quoi tu es exposé, c'est-à-dire en termes de contenu et d'idéologie. Il n'y a pas beaucoup de pluralité. Une fois que tu as liké quelque chose sur un réseau social, c'est très dur de t'en sortir et d'arriver à voir d'autres choses. Donc, je pense surtout au contenu masculiniste où c'est compliqué, quoi. Ça s'appelle les chambres d'écho et vraiment, une fois que tu es dedans, j'en ai vu, quoi, les go muscu ou en tout cas, les personnes qui sont très, très exposées au contenu de musculation, etc., et développement du corps, pour les hommes en tout cas, pour après réussir à changer, c'est compliqué. Oui. Après, en termes de ça, il y a aussi la désinformation et l'IA. Moi, j'avais noté que vraiment, même moi, qui pourtant, je pense que je suis à l'aise avec ça, et peut-être Sana, c'est pareil, des fois, c'est compliqué. Franchement, pour discerner en tout cas le vrai du faux, l'IA générative, c'est un enfer, quoi. Même s'il y a des notices, je sais même pas si c'est vrai, parce que souvent sur Instagram, en tout cas, c'est écrit notice sur l'IA, mais on ne sait pas si c'est vraiment de l'IA. Il y a vraiment plein de trucs
qui se confondent. Donc, ouais. On est tous perdus sur ce sujet-là, si ça peut te rassurer, jeunes et moins jeunes. Toi, des difficultés à noter? Oui, il y a aussi un côté addictif. Ça veut dire les applications peuvent mettre plusieurs modes pour nous rendre addicts. Par exemple, sur Snapchat, avec les flammes. Aussi les messages sur Snap, avec les minutes, le temps qu'on n'a pas répondu, le temps que le message a été envoyé, les notifications qui se répètent plusieurs fois. Et ça peut vite nous rendre addicts à ça. Voilà. Oui, le fait que les plateformes créent des outils pour nous rendre addicts. Quoi. Et on peut tomber dessus. Et comment tu fais du coup pour t'en protéger? Pour m'en protéger, ça fait quelques semaines que j'ai mis en place d'arrêter les notifications. Et grâce à ça, je trouve que je passe moins de temps sur Snap. C'est-à-dire que je vais pas essayer de directement aller sur Snapchat. Je vais passer à autre chose, je vais pas voir les notifications. Donc c'est moins interrompu. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Oui, ça va déjà un très bon premier conseil dont vous en avez parlé dans le webinaire. Mais en effet, déjà enlever les notifs, ça change beaucoup. Et toi, Soren, peut-être pour la partie algorithmique, est-ce que tu as trouvé des moyens de sortir de ces espèces d'enfermement Je me contrains à regarder des trucs avec quoi je suis pas d'accord. Enfin, ça m'arrive d'aller des choses pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon, ça me terrifie, mais bref, j'essaie, parce que je sais qu'il y a vraiment ce truc où on se met dans des bulles maintenant, donc c'est compliqué d'en sortir. Mais j'essaie de voir, je suis jamais vraiment convaincu parce qu'il y a toujours l'algorithme qui prône. Mais non, franchement, je me contrains. Et pareil, en termes d'algorithme, c'est forcément lié au format court. De toute façon, t'en parlais, Sana, c'était les TikTok, etc. Moi, depuis 2022, j'ai supprimé. Je sais que ça me détruit mon temps d'attention et que pourtant, je comprends. Hein. Franchement, ça fait du bien des fois de scroller et de se dire, mais moi, je me suis dit, je sais que c'est prouvé que les Chinois l'ont interdit chez eux pour pas qu'on puisse, pour justement ne pas avoir ce manque d'attention et s'empêcher de s'ennuyer. Donc moi je me suis dit, allez, je supprime ça, au moins j'ai plus de problème avec les réseaux. Sur ça en tout cas. Ok. Il y a plein de questions. Juste pour terminer, peut-être justement si vous avez un message à faire passer aux parents qui nous regardent, qui ont d'ailleurs plein de questions pour vous, je ne sais pas si on aura le temps après, mais peut-être si vous avez chacun un message, Sana. Alors moi, comme message, je dirais de ne pas trop mettre la pression à vos enfants pour tout ce qui est contrôle parental, temps d'écran, parce qu'en faisant ça, ça va plus les frustrer, et comme j'ai lu, ils vont détourner les règles. Et ça, c'est humain de faire ça. Aussi, de se poser et discuter avec son enfant sans pour autant imposer des règles. Ça veut dire de demander son avis et avec ça, il va être d'accord et il ne va pas contourner les règles. Avec moi. Et un truc que tu me disais tout à l'heure quand on en discutait en amont et qui te semblait toi important, c'est d'avoir l'impression que les adultes t'écoutent vraiment, que ce soit une vraie discussion en fait. Ouais, parce que quand on ne nous écoute pas, ça mène à rien. On va se frustrer, on va se refermer et avec ça, on va plus passer de temps sur nos téléphones que d'habitude. En fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au cours. À 13 ans. Ouais, c'est ça. Bon, on en revient au dialogue et à la relation dont tu parlais, Amélia. Et toi, Soren? Je rejoins complètement Sana surtout. Et juste, il y a des questions qui m'intéressent. C'était par rapport au logiciel de contrôle parentaux. Et je voulais rebondir sur ce que disait Sana et même Amélia sur ça. Moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, honnêtement, puisque déjà, c'est très facilement contournable. Et en plus, pour avoir connu des amis qui avaient ça, moi, j'en ai pas eu, hein, parce Hugo demandait si on en avait, non. Et parce qu'en fait, c'est extrêmement frustrant, en fait, parce que là, c'est même pas le dialogue, c'est-à-dire que l'enfant, il sait que dans 30 minutes, ce sera fini, c'est un stress monumental, parce que du coup, il est coupé dans sa partie. En termes de frustration, je sais que c'est dur, quoi. Et souvent, ces gens-là qui ont été empêchés d'écran, j'avais une discussion avec un gars de 60 ans qui avait un fils de 10 ans et qui me disait que justement, il faisait tout pour que son enfant soit le moins exposé aux écrans et qu'il ait quasiment rien. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée parce que l'enfant, il est passionné par l'ordinateur et ça peut juste créer du manque. Et en termes même d'avenir, en fait, je veux dire, l'exposer au plus vite à ce genre de trucs. Moi, je sais que YouTube, ça m'a ouvert à plein de pistes d'orientation et même pour le métier plus tard. Donc, encore une fois, on en revient au dialogue et à l'enfant et aux parents de juste
savoir combien de temps, et les deux. Vraiment, il faut que ce soit mutuel. C'est pas possible. Autrement, c'est pas possible. Si jamais il n'y a pas de réciprocité entre les deux ou les deux ne s'imposent pas les mêmes règles, ça n'a aucun sens. L'enfant, il va se dire que c'est pas juste et il va se renfermer sur lui-même. Et peut-être juste pour rebondir, je vois un commentaire qui fait écho à ce qu'on se disait, Sana, juste avant. Magali qui demande, faites-vous du sport, des activités culturelles, etc. Enfin, toi, justement, tu me disais que tes temps d'écran de 8 heures le week-end. Ça a remplacé ça, parce qu'on est tous sur nos écrans, du coup, on a moins de temps pour faire ça. Mais ou l'inverse aussi parfois, c'est parce que tu n'as pas forcément d'activité à côté. Ouais, c'est pour ça. Mais on fait des sorties à peu près sur la fin de semaine, mais ça prend pas tout le temps qu'on passe sur les écrans. En fait. Je disais que j'avais remis ici toutes les ressources qui ont été présentées ce soir et qui sont toutes disponibles en ligne. Soren, Sana, vous pouvez rester si vous voulez pour la partie questions. Il y a eu beaucoup de questions et mes collègues m'en ont fait une petite synthèse. Donc, je vais essayer de répondre à quelques-unes qui ont été posées. Il y a eu beaucoup de questions autour de la question de l'addiction. Voilà, est-ce qu'on peut parler d'addiction et notamment aux jeux sur smartphone de type Brawl Stars, Clash of Clans, etc. Oui, clairement, c'est un vrai sujet. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'addiction, c'est qu'elle n'est pas reconnue médicalement aujourd'hui pour les réseaux sociaux, mais elle l'est en revanche pour les jeux vidéo. Il y a le trouble, effectivement, de l'addiction aux jeux vidéo qui est un vrai trouble reconnu scientifiquement. Ce qu'il faut regarder sur les questions d'addiction, c'est effectivement si votre enfant y joue tous les jours, plusieurs heures par jour, que ça se fait au détriment des devoirs, que ça se fait au détriment des relations avec ses copains, qu'effectivement c'est une source de conflit énorme. Je te vois grimacer, Johanna, on m'entend bien, oui? Désolée, dans ce cas-là, c'est moi qui suis en galère dans le chat, mais rien à voir avec toi. Dans ce cas-là, effectivement, oui, il peut y avoir un souci et ça vaut le coup dans ce cas de s'orienter vers des professionnels de la santé mentale pour être accompagné. Ce qu'il faut voir aussi sur les questions d'addiction, c'est élargir un petit peu au cadre et au contexte de l'enfant. Est-ce que par ailleurs, il y a des problématiques scolaires, familiales, amicales, amoureuses qui le mettent en difficulté et qui se traduisent effectivement par ce refuge dans une consommation excessive de jeux vidéo, etc. Voilà, ça peut être aussi le symptôme d'autre chose. Encore, comme je disais tout à l'heure, l'arbre qui cache la forêt. Et puis enfin, un des enjeux, je crois, qu'on a en tant que parents et qui est ô combien difficile, c'est celui du groupe. Ce que nous rétorquent beaucoup nos enfants quand on essaye de réguler et de cadrer les temps de Roblox, les temps de Brawl Stars, etc. C'est ah oui, mais mes copains. Je crois que dans la mesure du possible, d'essayer d'avoir une intervention sur le groupe. Alors, c'est pas du tout évident. Ça demande d'aller voir les parents. On n'a pas que ça à faire. On a aussi des parents voilà, qui sont sous l'eau parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils sont dans des situations monoparentales, etc. Mais c'est vrai que de pouvoir agir de manière un peu plus systémique, comme on dit, autour de l'enfant, ça permet aussi de mieux réguler. Donc oui, cette question des addictions, elle est pas évidente. Et encore une fois, si vous êtes dans une situation vraiment extrême, là, il faut aller voir un professionnel de la santé. Ensuite, il y a eu pas mal de questions. Je ne sais pas si vous avez une réaction, Sana, Soren, sur cette question de l'addiction. Est-ce que je peux juste rebondir sur parce que tu parlais des jeux? Ouais. Là, tu as plein de jeux auxquels j'ai déjà joué, bon, enfin, sans forcément, voilà. J'ai vu une vidéo là-dessus, justement, c'est qu'en fait, là, tu parlais d'arbres qui cachent la forêt, je suis complètement d'accord. C'est juste que l'addiction, c'est pas l'addiction aux écrans ou aux jeux, enfin, c'est l'addiction aux jeux, en fait. C'est-à-dire que, comment expliquer, c'est exactement la même chose qu'un casino, c'est-à-dire qu'il y a plein d'effets visuels, plein de choses, plein de systèmes de récompense extrêmement rapides qui font que les jeunes sont attirés par ça. Et c'est ça qui va pousser à acheter et à l'addiction et aux farms, enfin en tout cas à essayer de toujours avoir plus de richesse dans le jeu, etc. Donc les parents, si jamais je peux avoir un petit, enfin bref, une sorte de conseil, c'est effectivement ce genre de jeux, ils sont pas si intéressants que ça. Et si jamais vous voulez que l'ado est intéressé par des jeux vidéo, parce que souvent les parents vont se dire bah, c'est gratuit, ils le téléchargent tranquille, mais en fait vraiment il
y a un stress, quoi. Je veux dire, dans ce genre de jeu, dans ta cité Clash of Clans, il y a un système d'heures et de temps qui passe et ça peut être extrêmement addictif et ça incite à acheter. Donc en fait, juste ce que je peux conseiller aux parents, c'est renseignez-vous vraiment sur le domaine du jeu vidéo. Il y a plein de choses incroyables. Enfin, moi, j'associe vraiment le jeu vidéo à la lecture. Pour moi, c'est la même chose. On découvre des mondes de manière différente. Et je pense vraiment juste que soit renseignez-vous, si jamais l'enfant il va avoir un jeu sur son téléphone parce qu'il a, je sais pas, dans un peu de temps pour lui, au lieu d'acheter une console qui peut coûter 500 balles, bon, bah, prenez-lui un bon jeu mobile à 5 euros. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'achat en plus. Et vraiment, vous enverrez vraiment votre enfant beaucoup plus heureux. Il sera hyper épanoui. Enfin, moi, c'est ma seule recommandation là-dessus. Ouais, merci. Excellent, excellent. Il y a une question qui est intéressante qui a été posée sur l'accès à des contenus pornographiques. Donc, Sophie nous demande, est-ce si vrai que ça, que vous avez tous accès si facilement que ça au porno, même si vous ne cherchez pas ce genre de contenu? Ça peut être contrôlé. Alors TikTok, je ne connais peut-être pas assez, hein. Mais en tout cas pour Google, et je sais que justement, peut-être que si Google est relié à votre compte TikTok de votre enfant, ce qui peut marcher, c'est d'avoir une appli qui s'appelle Family Link, et ça restreint tous les contenus pour adultes, enfin pour l'avoir eu. C'est impossible de tomber sur du contenu pornographique avec ça. C'est-à-dire que c'est fichier S en gros globalement. Et impossible d'avoir ça. C'est hyper contraignant, ça peut être vraiment frustrant, mais il faut en parler avec l'ado. Et là, ça relève vraiment juste de la discussion avec l'enfant sur la sexualité, quoi. Enfin, c'est ce que tu disais, Amélia, c'est la sexualité et les écrans, c'est une discussion aussi avec les parents, quoi. Mais oui, sinon, hyper facilement, on peut accéder à du porno, même sur YouTube, hein. Enfin, je veux dire, sans restriction avec Google, parce que maintenant, Google a racheté YouTube, on peut tomber sur des contenus très explicites. Ok. Il y a eu beaucoup de questions aussi, excusez-moi, je commence à être fatiguée de parler, autour des IA génératives. Alors, est-ce que l'IA générative est bénéfique ou délétère pour nos enfants? Vaste question qui mériterait plusieurs webinaires pour y répondre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ado sur 4, je ne sais pas si c'est votre cas, Sana et Soren, mais qui utilise l'IA comme un compagnon, comme un confident, notamment sur les questions de couple, d'amitié, voilà, ou de bien-être au global. Et ce qu'on sait aussi, c'est que des usages mal maîtrisés peuvent être assez inquiétants sur notamment ce qu'on appelle la dette cognitive. Donc, c'est quand on va copier-coller les réponses proposées par l'IA dans un cadre scolaire au détriment d'une vraie recherche, d'un vrai effort de formulation, d'un vrai effort cognitif de notre part. Dans ce cas-là, effectivement, on risque d'être dans une forme de paresse intellectuelle qui peut s'installer et qui peut être vraiment dommageable pour le développement cognitif de l'enfant. Mais à contrario, quand c'est bien utilisé, l'IA, ça permet aussi de faire des quiz, voilà, d'être utilisé comme une aide au devoir intelligente. Mais pour ça, il faut que ce soit vraiment bien cadré et bien accompagné. Est-ce que vous, Soren et Sana, vous avez des usages des IA génératives? Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Moi, oui, j'utilise beaucoup de ChatGPT. En ce moment, je vais arrêter parce que les professeurs me le reprochent. Mais sinon, des fois, on peut contourner les règles. Parce qu'il y a des détecteurs d'IA qui vont enlever tout le pourcentage d'IA et tout. Du coup, les profs, ils ne peuvent pas voir. Et on peut le demander d'humaniser. Ça veut dire, voilà, on peut le détourner. Et tout ce qui est on peut aussi l'utiliser comme psychologue, compagnon. Personnellement, pas trop, mais des fois, quand j'ai des problèmes et je ne sais pas à qui en parler, je vais en parler, mais pas tout le temps. Oui, en dernier recours. Ouais, en dernier recours, quand j'ai personne. Moi, pour ma part, j'utilise vraiment jamais l'IA. J'ai pas de compte ChatGPT. Alors, si j'en ai un, je l'ai créé et je l'ai jamais utilisé. Et la seule générative, non. Enfin, vraiment, c'est un désastre écologique. Donc, je me sentirais responsable juste d'appuyer sur le bouton. On envoie. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos de moi en IA. Je fais bon, ok. Je leur demande d'arrêter. Mais non, en termes d'IA générative, c'est très, très, très néfaste. En tout cas, pour avoir du coup le contre-pied et du coup ajouter à ce que tu dis, Sana, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est beaucoup confié à l'IA. Et le problème, c'est vraiment qu'elle va dans le sens du jeune, en fait. Elle va proposer aucun contre-argument et elle va l'accompagner dans tout. Donc, un jeune c'est déjà été prouvé plusieurs fois, qui veut se suicider,
elle va l'encourager en fait. Si jamais l'humain derrière a très bien formaté son IA, parce que voilà, oui, franchement, très facile d'avoir recours à l'IA pour qu'elle te pousse à faire des choses qui sont néfastes. Donc moi perso, générative non, parce que encore une fois, ça participe à la désinformation et à la déforestation. Mais voilà. Bravo pour ton engagement. Très, très, très chouette. Eh ben, on a 3 minutes de retard sur l'heure annoncée de la fin de ce webinaire. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette soirée. Merci infiniment. C'était extrêmement riche de pouvoir échanger avec vous, Soren et Sana. Vous êtes vraiment très impressionnants. Et voilà, vos réflexions étaient très profondes et je pense qu'elles ont apporté beaucoup d'éléments aux parents qui étaient là ce soir. Merci, Johanna, d'avoir permis cette prise de parole. Et puis, merci à tous les participants. Merci.